Bernard Cazeneuve, le ministre délégué aux Affaires européennes, est l'invité de Preuve par Trois. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Le climat se tend autour de la ratification du traité européen. La gauche se divise. François Hollande aura besoin des voix de la droite. Vous ne ménagez pas votre peine, je crois, depuis des semaines, jour après jour, chaque heure de la journée presque, pour convaincre de la nécessité d'adopter ce texte, synonyme pour ses détracteurs à la gauche de camisole, de rigueur, de souffrance des peuples, entend-on également. Dans un quart d'heure, Hervé Asquin, qui suit l'Élysée pour l'agence France-Presse, notre partenaire, vous interrogera sur les difficultés économiques qui entraînent bien sûr celles du pouvoir exécutif, avec ce trou d'air qui se confirme dans les sondages. Troisième partie avec Perrine Tarnaud de Public Sénat. Et là, on l'ignore, mais vous avez une complicité de 20 ans avec François Hollande, nous en parlerons tout à l'heure. Les téléspectateurs peuvent intervenir durant cette émission par le biais de l'application TV Check de notre autre partenaire avec l'AFP, Orange. Le traité budgétaire, donc, d'abord, et sa règle d'or, qui sont examinées ce mercredi au Conseil des ministres. François Hollande n'en voulait pas dans l'opposition, on s'en souvient. Il l'accepte désormais au pouvoir grâce au pacte de croissance qui a été ajouté, mais, monsieur le ministre, la majorité n'échappera pas à la discorde. Il est normal que sur les questions de l'Europe, il y ait un débat à gauche. Le débat sur l'Europe, c'est consubstantiel au fonctionnement de nos familles politiques. Il a toujours existé. Et je pense que nous aurions tort d'ailleurs de vouloir l'éviter. Il faut l'assumer, il faut le conduire, il faut aller au-devant de ceux qui peuvent avoir des opinions diverses sur ce sujet et essayer de répondre à leurs interrogations. C'est ce que je m'emploie à faire depuis maintenant plusieurs semaines en étant à la disposition des parlementaires, des responsables d'organisations politiques, avec le souci d'expliquer quelle est la politique européenne du gouvernement, qui va bien au-delà de ce traité, qui est un élément recontextualisé. Deux, d'essayer d'apporter tous les éléments de réponse et avec la plus grande rigueur. De la pédagogie. Je crois qu'il faut être rigoureusement honnête et puis expliquer surtout ce qui viendra après. On entend surtout les opposants aujourd'hui, les présidents des groupes écologiques par exemple au Parlement qui disent on va voter non, on entend le front de gauche, Jean-Luc Mélenchon qui dit il faut un référendum. Plusieurs éléments de réponse. Ouais. D'abord, qu'est-ce que nous avions dit pendant la campagne présidentielle? Nous avions dit nous ne voulons pas inscrire la règle d'or dans la Constitution. Le Conseil constitutionnel nous a donné raison, alors que le précédent pouvoir voulait à la sauvette, rapidement, faire en sorte qu'on inscrive cette règle dans la Constitution. Deuxièmement, nous avions dit nous voulons réorienter profondément la politique de l'Union européenne. François Hollande avait dit nous voulons renégocier le traité. Nous voulons réorienter profondément la politique de l'Union européenne et faire en sorte qu'à côté des disciplines budgétaires dont nous avons besoin pour établir nos comptes, il y ait vraiment des initiatives pour la croissance. Nous avions dit aussi qu'il fallait remettre de l'ordre dans la finance et qu'il fallait plus de solidarité. Au regard de ces engagements, qu'avons-nous obtenu? Nous avons obtenu un pacte pour la croissance de 240 milliards d'euros. 120 milliards d'euros de mobilisation de fonds européens publics qui appellent 120 milliards d'euros d'investissement privé par effet de levier. Ça permettra de faire de la croissance durable, de la transition énergétique, de financer les grands investissements dont l'Europe a besoin. Deuxièmement, nous avions dit nous voulons remettre de l'ordre dans la finance. C'est un combat historique de la gauche. Nous avons sur le métier la supervision bancaire. Nous voulons aller au-delà avec un dispositif de résolution des crises bancaires et de garantie des dépôts. Et nous avions dit, je termine par là, c'est important, nous voulons que les peuples d'Europe ne soient pas confrontés à l'austérité à perte de vue. Et pour cela, il nous paraît indispensable que ce ne soient pas les États qui financent sur les marchés à des conditions de taux très contraignantes pour eux, la recapitalisation des banques. Nous avons le mécanisme européen de stabilité qui permet de recapitaliser les banques et qui évitera ainsi que les États n'aient à le faire en ayant recours au marché et en répercutant la facture sur les peuples. Ça veut dire concrètement quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, à travers la croissance, la remise en ordre de la finance et à travers la solidarité, le MES, la Banque Centrale Européenne, l'Europe a été profondément réorientée. Mais pas renégocier au niveau du traité. Ça, il faut le dire. C'était une erreur de le dire pendant la campagne. Je prolonge l'argumentation. Nous avions un traité dont la règle d'or devait être inscrite dans la Constitution et qui était considéré par le précédent pouvoir comme l'alpha et l'oméga de la politique de l'Union. Pas d'autres horizons possibles. Nous avons aujourd'hui la discipline budgétaire, elle n'est pas dans la Constitution, elle fera l'objet d'une loi votée à la majorité. Il y aura la règle d'or néanmoins. Et il y aura
le rétablissement des comptes publics parce que c'est un engagement de campagne, et à côté, il y a la croissance, la remise en ordre de la finance, des mécanismes de solidarité renforcés pour faire en sorte que la politique de l'Union européenne soit profondément réorientée. Alors, et moi qui ai voté non en 2005 contre le traité qui engageait l'Europe dans une pente libérale, qui empêchait l'Europe d'avoir les moyens de réorienter sa politique. Aujourd'hui, je suis ministre d'un gouvernement qui procède à une réorientation profonde de la politique de l'Union européenne, et on ne peut pas, dès lors que dans l'adversité, face à des gouvernements conservateurs, face au marché qui attaquent les États en encourageant parfois la spéculation, ne pas considérer qu'il est positif de mettre en œuvre ce pourquoi l'on s'est battu. Quand vous entendez... La taxe sur les transactions financières, par exemple, doit permettre aussi de doter le budget de l'Union européenne de ressources propres. Tout ça, ça n'est pas rien quand même. Ça n'est pas rien, vos arguments sont très rodés, hein, Monsieur Cazeneuve, on vous écoute, on vous entend, on reçoit vos arguments. Précis. Mais alors, j'entends, moi... Ce ne sont pas des arguments d'esbroufeurs, ce sont des arguments précis. Ah, c'est qui les esbroufeurs? Non, personne en particulier, mais je dis que sur un sujet de ce type-là, il faut être précis, rigoureux et dire les choses. Alors, oui, mais alors regardez, du côté communiste, Pierre Laurent dit ne pas ratifier, c'est donner une deuxième chance à sa renégociation. Et puis le Front de gauche cherche à mobiliser, on le sait, avec une manifestation le 30 septembre. Est-ce qu'elle vous inquiète? Je dis à Pierre Laurent, qui développe l'idée qu'il pourrait y avoir une renégociation de ce traité dans un contexte très différent de celui qui prévalait en juin, puisque depuis juin, nous avons obtenu tout ce que je viens de dire. Des pays ont ratifié. Que des pays ont ratifié, et que ce traité entre en vigueur dès lors que 12 pays ont procédé à sa ratification, même s'il n'a pas été ratifié par l'ensemble des pays de l'Union européenne. Qu'est-ce que vous dites à M. Laurent? Je dis à M. Laurent que demander ça aujourd'hui, c'est-à-dire bloquer le fonctionnement des institutions européennes, c'est bloquer les mécanismes de solidarité mis en œuvre en faveur des pays qui souffrent. C'est accélérer le paiement de la facture du redressement de l'économie par les peuples. C'est ajouter une couche de crise politique à la crise financière, à la crise monétaire, à la crise profonde que traverse l'Europe. Que dites-vous à Jean-Luc Mélenchon? On ne peut pas ajouter de la crise à la crise, surtout lorsque l'on a obtenu une première étape, qui en appelle d'autres, et qui suppose que dans l'Europe, nous gardions notre force et notre crédibilité. Bon, et que dites-vous à Jean-Luc Mélenchon? C'est un peu la même chose, évidemment, que M. Laurent, mais qui dit, lui, c'est notre devoir de réclamer un référendum. Vous avez remarqué qu'une très grande majorité de Français sont favorables au référendum. Oui, mais il y a plein de... Mais je réponds une chose précise à Jean-Luc Mélenchon. Ces dispositions que nous allons entériner au Parlement sont des dispositions qui font l'objet d'une procédure législative ordinaire. Être adopté non pas à la majorité qualifiée, mais à la majorité des suffrages exprimés. Oui. Et nous avons évité que ce soit inscrit dans la Constitution parce qu'il n'y a pas d'abandon de souveraineté. Il y a beaucoup de sujets sur lesquels aujourd'hui les Français pourraient demander un référendum et qui relèvent non pas d'une transformation, d'une évolution de la Constitution, mais de processus législatifs ordinaires. Nous allons transformer la démocratie française dans un système de césarisme démocratique. Nous allons appeler au référendum sur tous les sujets. Il y a bien des sujets sur lesquels M. Mélenchon pourrait constater qu'il y a une demande des Français d'avoir accès au référendum et qu'il ne pourrait pas, et qui lui-même souhaiterait que ces textes ne soient pas soumis au référendum parce qu'il y a un moment où la démocratie représentative doit pouvoir jouer. Donc nous ne sommes pas engagés sur l'organisation d'un référendum. Il n'y a pas de modification de la Constitution. Nous avons dit que nous présenterions ce texte à la délibération parlementaire si la politique de l'Union européenne était réorientée. Nous faisons ce que nous nous sommes engagés à faire. Manifestation, vous n'avez pas répondu. La manifestation appelée par le Front de gauche le 30 septembre. On ne conduit pas une politique. Ça vous inquiète parce que ça va être le poids de toutes les frustrations et des impatiences au-delà du traité européen. Mais on ne bâtit pas une politique en exploitant les frustrations et les inquiétudes. On conduit une politique en ayant du courage, en essayant de faire en sorte que cette politique réponde à l'intérêt général du pays, réponde à l'intérêt général de l'Union européenne. Moi, je comprends parfaitement l'inquiétude de ceux qui aujourd'hui sont victimes de la crise, qui s'inquiètent de la voir s'enquister. Et c'est précisément parce que je comprends cette inquiétude-là que par respect, par conception de ce que doit être l'action politique lorsqu'on est face à des défis aussi importants, on ne doit pas exploiter cela en détournant le vote de son objet. Vous le dites aussi à certains parlementaires socialistes qui ne vont pas voter ce traité? Chacun est libre de... Moi, je ne suis pas dans une espèce d'esprit... Est-ce que vous dites d'ores et déjà merci à la droite? Chacun fait ce qu'il doit faire en conscience. Je dis simplement que au moment... Merci. Non, mais je voudrais d'abord m'adresser à ceux dont vous parliez à l'instant, c'est-à-dire tous ceux qui, à gauche, s'interrogent et s'apprêtent à émettre un vote qui ne soit pas un vote de soutien. Ils ont fait leur choix, ils contestent. D'accord. Et je leur dis, nous sommes
dans une situation de combat. Nous avons en face de nous de multiples fronts. Un président de la République est engagé dans la réorientation de l'Europe. Plutôt que de lui compliquer la tâche, en l'empêchant d'avoir avec lui toute la dynamique qui lui permettrait d'aller plus loin, si vous voulez que le président de la République réussisse à mettre en œuvre ce que vous désirez, ne rendez pas ce que vous désirez impossible en lui compliquant la tâche. Peut-être que certains contestataires au front de gauche n'ont pas envie qu'il réussisse. C'est une autre question. Demandez-leur. Vous dites déjà merci à la droite qui va permettre à François Hollande de bien je trouve que c'est d'ailleurs aussi un message que vous m'aidez à envoyer à toute la gauche. Serait-il légitime et normal, après qu'un gouvernement, un président de la République, avec toutes les forces qui les ont portés au pouvoir, s'engage dans la réorientation de l'Europe, qu'on laisse ce plaisir à la droite, qui s'est opposée à cette orientation, qui nous a expliqué qu'elle était impossible, d'arracher une victoire qu'elle ne mérite pas et dont nous aurions bien besoin pour pouvoir aller plus loin dans la réorientation de l'Europe. Parce que ce qu'il faut comprendre dans cette affaire, c'est que si nous voulons réussir la réorientation de l'Europe, au-delà de ce que nous avons obtenu, nous avons besoin d'avoir de la force. Tout le monde regarde la France en Europe. Justement, et si l'on se rend compte que ce que nous avons obtenu de haute lutte est contesté par ceux qui l'ont demandé à nos côtés, qui sont censés nous soutenir, alors nous serons plus faibles. Donc vous dites qu'il y a un risque de perte d'autorité de François Hollande en Europe. Le risque est là. Non, je ne dis pas ça. Je dis qu'il y a une perte. Peut-être qu'il est déjà là. Je ne dis pas ça. Je dis qu'il y a une perte de force, qu'il y a une nécessité pour un gouvernement qui se bat afin d'obtenir la réorientation d'une politique et qui l'obtient pour partie, et qui sait qu'il a devant lui d'autres étapes, d'avoir toute sa majorité avec lui pour que ces autres étapes soient franchies dans les meilleures conditions. C'est assez cohérent comme argument. On a compris. Deux petites questions rapides avant de parler de la situation économique et sociale. Un mot d'abord sur la question des Roms. Vous avez accompagné il y a quelques jours Manuel Valls en Roumanie. Est-ce que la question de l'aide au retour est posée? Il y a une prime de 100 € par adulte qui est donnée. Et on connaît ses effets pervers. Vous allez les remettre en cause, oui ou non? C'est une décision qui doit être prise par le gouvernement dans son ensemble et qui ne dépend pas de la compétence du ministre des Affaires européennes. Mais nous avons entendu avec Manuel Valls des critiques concernant cette mesure et son inefficacité. Emmanuel Valls a indiqué à la presse en Roumanie que ce sujet serait examiné, expertisé en vue de prendre une décision. C'est une piste. Voilà. Est-ce que vous êtes choqué par les nouvelles caricatures de Mahomet en page intérieure de Charlie Hebdo? Le président de la République et le Premier ministre notamment, se sont exprimés sur ce sujet. Liberté d'expression, laïcité, responsabilité, je n'ai rien à ajouter. Pas de provocation, mais la liberté de la presse n'est pas une provocation. Je n'ai rien à ajouter. Vous n'avez rien à ajouter. Liberté de la presse, laïcité, responsabilité. Hervé Asquin de l'agence France-Presse donc va nous rejoindre pour évoquer les difficultés qu'affronte le pouvoir, la crise, la chute dans les sondages. Voyons d'abord comment la progression de la courbe du chômage, avant de s'inverser dans un an, a annoncé le chef de l'État, continue d'assombrir la situation et puis le moral de tous les Français. Mounir Soussi. PSA, Doux et bientôt peut-être Sanofi. Les plans sociaux se suivent et le gouvernement peine à contenir l'hémorragie. Le président a beau se mettre en première ligne, la crise est plus forte et il ne pourra pas se battre sur tous les fronts. Inverser en une année la courbe du chômage tout en ramenant le déficit à 3% du PIB, deux objectifs affichés qui vont se heurter à une situation économique dégradée. Malheureusement, il y a un choix à faire. C'est-à-dire qu'on ne peut pas à la fois réduire drastiquement les déficits publics, c'est-à-dire mener des plans d'austérité de grande ampleur, tout en réduisant le chômage. Donc globalement, si on mène une politique d'austérité de cette ampleur, on aura au mieux très peu de croissance, au pire une récession. Tenu par les obligations européennes de réduction des déficits, François Hollande choisit le camp de l'austérité. Avec son plan d'action et son calendrier détaillé, il cherche à fixer un cap. Le président dit entrer dans une phase d'accélération de ses réformes, mais la France a-t-elle les moyens de suivre? On voit que les marges de manœuvre sont extrêmement réduites. On voit que d'ailleurs le gouvernement fait ce qu'il peut avec le peu de moyens qu'il a. C'est-à-dire que mettre en place des emplois d'avenir, le contrat génération, c'est plutôt des choses qui sont positives pour le marché du travail. Mais on voit bien que c'est plutôt des mesures qui viennent en urgence. Des difficultés qui se traduisent dans les enquêtes d'opinion. Après un été hésitant et la mise en scène d'une rentrée énergique, l'exécutif poursuit sa chute dans les sondages. La récente reprise en main n'a pour l'instant aucun effet. Il y a aujourd'hui la volonté de la part des Français d'avoir un exécutif qui est un exécutif présent, qui donne le sentiment que le politique a une prise sur l'économique et qui l'ouvre des perspectives. La promesse de campagne de réenchanter le rêve français sera difficile à tenir. Avec des prévisions de croissance revues à la baisse, c'est bien la réalité des chiffres qui va fixer le cap du gouvernement.
Voilà, Hervé Asquin de l'agence France Presse est avec nous. C'est le correspondant de l'agence à l'Élysée. Bonsoir Hervé, votre question à Bernard Cazeneuve. Eh bien, la question du jour, c'est celle de la TVA et de la CSG. Le Point affirmait que Jean-Marc Ayrault pourrait s'asseoir sur un engagement très fort du gouvernement et décider d'une hausse finalement de la TVA. C'est démenti ce soir par Matignon, qui dément à la fois la hausse de la CSG et de la TVA. Alors qu'est-ce que vous allez faire? Comment redresser les finances de la France? Comment lutter contre le déficit sans augmenter ni l'un ni l'autre? La réponse à cette question a été apportée par François Hollande à l'occasion de ses expressions récentes, notamment il y a de cela une dizaine de jours, interrogé par une de vos confrères sur une autre chaîne. Nous devons rétablir les comptes publics. C'est un engagement que nous avons pris. Nous devons le faire pour des raisons assez simples. La dette obère notre souveraineté. La détérioration continue de nos comptes publics au cours des 10 dernières années induit des taux d'intérêt sur les marchés qui rendent impossible la croissance parce que ceux qui peuvent faire la croissance, qui investissent, sont confrontés à des taux d'intérêt qui obèrent les chances d'investir dans des conditions efficaces économiquement et par conséquent le rétablissement des comptes publics sur lesquels nous sommes engagés, c'est une nécessité en termes de souveraineté, c'est un devoir que nous avons vis-à-vis des générations futures et c'est une décision, c'est un engagement d'efficacité économique. La question c'est comment on y arrive. Le président de la République a indiqué quelle était la méthode. Il a indiqué qu'il y aurait d'abord des efforts faits de maîtrise des dépenses publiques dans l'appareil d'État. 10 milliards, oui. 10 milliards de maîtrise de dépenses publiques, 20 milliards de recettes supplémentaires fiscales. Oui, mais je vous rappelle que la trajectoire de finances publiques présentée par le précédent gouvernement devant les institutions de Bruxelles, puisque depuis le six-pack, nous sommes obligés désormais de présenter une trajectoire de finances publiques. Savez-vous quels étaient les engagements du précédent gouvernement? Parce qu'on n'en parle jamais. Il serait intéressant de comparer ce que nous faisons par rapport à ce que se proposaient de faire les autres, parce que c'est à ça qu'on mesure la portée d'une réorientation politique et d'une alternance. Connaissez-vous ces chiffres? Allez-y. Alors je vous les donne. Ces chiffres, c'était 11 milliards de diminution des dépenses de l'État, c'était 15 milliards de prélèvements fiscaux auxquels s'ajoutaient 13 milliards de prélèvements à travers la TVA sociale, c'est-à-dire 28 milliards de prélèvements et 11 milliards d'économies, avec, M. Asquin, une prévision de croissance qui était de 1,4%. Nous sommes à une prévision de croissance beaucoup plus réaliste de 0,8% et nous avons la volonté de faire en sorte que les économies budgétaires que nous devons afficher parce que nous ne pouvons pas rétablir les comptes si nous ne faisons pas un effort de maîtrise de nos dépenses, 10 milliards. Et puis il y a effectivement des prélèvements. Mais alors ces prélèvements sont des prélèvements qui se font dans la volonté de faire en sorte que les plus riches des contributeurs français soient appelés à contribution pendant la période du redressement, de manière à faire en sorte que ce ne soient pas les plus modestes, les plus faibles des Français qui soient appelés à faire l'effort de redressement. C'est-à-dire que c'est la politique fiscale inverse de celle qui a été menée au cours des 5 dernières années. Mais alors vous peinez à convaincre les Français. Le patronat est inquiet, les retraités sont inquiets. Le prix du gaz qui devait augmenter selon le rythme de l'inflation au plus va finalement augmenter bien plus vite. Est-ce que la crise vous a pris de court? Est-ce que vous êtes surpris? Vous saviez à quoi vous attendre pourtant. Mais les Français sont inquiets. Comment ne le seraient-ils pas? Voilà un gouvernement qui est en situation d'exercer. Entretenu autrefois dans un certain déni. Mais je réponds à la question. Ouais. Comment ne le serait-il pas? Et je répondrai également à votre interpellation de l'instant. Voilà un pays qui a été gouverné pendant 10 ans par la même sensibilité politique. 600 milliards de dettes supplémentaires au cours des 5 années qui viennent de s'écouler. Une augmentation record du déficit. Une dégradation de notre compétitivité dont témoigne l'aggravation du déficit du commerce extérieur. 75 milliards d'euros. Un chômage qui a augmenté de 1 million de personnes au cours du dernier quinquennat. Et nous trouvons la France dans cette situation d'inquiétude avec une Europe qui peine à trouver le chemin d'une réponse rapide, dans l'urgence, aux défis que chaque jour lui envoie la crise. Et nous retrouvons dans une situation où nous prenons le pays dans ce contexte. Est-ce que nous avons sous-évalué la crise? Jamais. J'étais porte-parole de François Hollande pendant la campagne présidentielle. Je l'ai accompagné dans beaucoup de déplacements en province et beaucoup de déplacements où il allait à la rencontre des Français qui étaient inquiets. Jamais nous n'avons nié la crise. Je me souviens du discours du Bourget où François Hollande
prévenait de l'importance de l'effort qu'il serait à faire. Alors, Mais en même temps, qu'est-ce qui ne marche pas? et en même temps, nous indiquions Français... que tout cela devrait se faire dans la justice. Oui. Mais qu'est-ce qui ne marche pas? Il y a Pourquoi les sondages sont si mauvais? Les sondages sont mauvais parce qu'il y a une période de crise qui inquiète les Français. Et lorsque l'on est en situation de responsabilité politique, dans une période de crise aussi profonde, et qu'on doit prendre des décisions aussi difficiles que celles que nous prenons, ça ne peut pas conduire, avant que le redressement ait fait son œuvre, à une irrépressible popularité. Il y a une dizaine de jours, le président est intervenu à la télévision pour essayer justement de renverser l'opinion, pour dire, voilà, nous sommes à la tâche, le gouvernement agit. Mais le président de la République n'est jamais venu à la télévision pour dire je vais renverser l'opinion. C'est vous qui interprétez les raisons pour lesquelles... On peut penser que l'objectif c'était quand même de retrouver la confiance des Français. Ce qui m'a frappé dans la déclaration du président de la République, c'est quelque chose qui évoquait en moi ce que j'entendais chez Pierre Mendès France lorsque la France était confrontée à une crise d'une autre nature et que le pouvoir devait y faire face en sachant qu'il affronterait bien des difficultés. Le président de la République a dit: nous sommes dans une situation difficile. J'ai indiqué que j'engagerais une politique de redressement dans la justice. Je le fais. Et je le fais en disant comment je le fais, à partir de quel calendrier, et je vous indique que je vous rendrai compte étape par étape des décisions que je prends, des sujets que je mets sur le métier, pour faire en sorte que la crise soit surmontée. Le président de la République, il est allé devant les Français, non pas pour les séduire, non pas pour redresser je ne sais quelle courbe de sondage, il est allé devant les Français pour leur dire j'ai pris des engagements, je suis en situation de responsabilité dans une période de crise extrêmement grave, j'entends tenir mes engagements, mon calendrier et vous rendre compte. Est-ce que ça suffit ? Est-ce que ça suffit pour retrouver les Français, pour retrouver ce contact avec les Français? Il y a une sorte de désamour qui s'exprime dans les, sondages. Est-ce que ça vous inquiète? Vous nous dites que c'est normal dans la situation de crise. Est-ce que ça vous inquiète? Je ne dis pas que une autre situation, imaginez que dans la crise, alors que nous prenons des décisions difficiles, nous puissions malgré tout cela, et contrairement à ce qui se produit dans l'ensemble des autres pays où des gouvernements sont à la peine, nous soyons confrontés à des courbes de popularité absolument inouïes. Bon, ce serait étonnant. Nous pourrions nous interroger sur les raisons pour lesquelles nous bénéficions d'une situation tout aussi inédite. Est-ce que ça peut entraver l'action du pouvoir exécutif? Ce qui compte aujourd'hui, c'est que face à cette crise dont les Français ont conscience, nous prenions des décisions qui témoignent de la volonté que nous avons d'assurer le redressement et surtout, et j'insiste sur ce point, de faire en sorte que le chemin du redressement ne s'éloigne jamais d'un objectif. La justice. Voilà. Alors la justement, justice. mais alors vous dites la justice, mais par exemple François Fillon, lui, vous reproche de n'avoir engagé aucune réforme de structure. Quelles sont les réformes de structure qui ont été engagées? Que répondez-vous à l'ancien Premier ministre? Mais l'ancien Premier ministre se félicitait d'avoir engagé des réformes de structure sous le précédent quinquennat, qui étaient des réformes d'injustice fiscale et sociale. La droite considère que ne peut être qualifié de réforme de structure que des réformes qui entretiennent dans le pays de l'injustice sociale et fiscale. Et d'ailleurs, ils ont été jusqu'à organiser en catimini à la fin de la législature, dans la précipitation la plus grande, qui ressemblait à l'improvisation la plus totale, la TVA sociale, comme si on pouvait, en 3 mois, régler des problèmes de compétitivité qu'on n'a pas réglés en 10 ans. Est-ce qu'on va régler le problème du chômage en 1 an? Nous avons dit que nous engagerions des réformes de structure. Quelles sont ces réformes de structure? 1, nous voulons créer les conditions de dispositifs fiscaux qui encouragent l'investissement, dans l'appareil productif, qui encouragent l'innovation et le transfert de technologies, plutôt que la spéculation, les placements financiers ou toute autre opération à laquelle les entreprises sont tentées de se livrer lorsqu'elles spéculent plutôt que d'investir. C'est la réforme de l'impôt sur les sociétés dont avait parlé le président de la République, c'est l'alignement de la fiscalité du capital sur la fiscalité du travail, parce qu'il n'y a pas de raison non plus que ceux qui travaillent soient davantage fiscalisés que ceux qui spéculent, qui, comme disait François Mitterrand, gagnent leur argent en dormant. Donc nous sommes dans une réforme profonde de la fiscalité qui se fera par étapes, comme l'indiquait le Premier ministre et le Président de la République, pour faire en sorte que l'investissement, l'appareil productif soit favorisé. Deuxièmement, nous avons besoin dans ce pays d'organiser, de mettre en œuvre des politiques de structure qui permettent de favoriser la compétitivité de nos entreprises. On ne peut pas rester avec un tel déficit du commerce extérieur et nous ne pourrons pas redistribuer
du pouvoir d'achat demain si nous n'avons pas une économie compétitive qui contribue à l'enrichissement du pays. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, des formations pour les ressources humaines, y compris pour ceux qui sont les plus désinsérés, parce qu'il n'y a pas de raison qu'on laisse quiconque sur le bord du marché du travail. Et la ressource humaine dans l'entreprise, lorsqu'elle est bien formée et qu'on met en place des politiques pour atteindre cet objectif, c'est une richesse qui fait de la compétitivité. Et le président de la République, attendez, je termine, parce que je vous parle des réformes socio-structures, et par ailleurs le président de la République. Le président de la République a indiqué qu'il y aurait 2 réformes de structure, davantage de sécurité dans les parcours professionnels, en contrepartie de quoi il pourrait y avoir plus de souplesse, et à renvoyer ça à la discussion entre les partenaires sociaux avec une volonté de prendre une décision à la fin de l'année. Et par ailleurs, il a indiqué que la question du coût du travail et de la protection sociale serait mise sur le métier comme un élément qu'il faut traiter entre les partenaires sociaux pour décider. Et le président de la République a aussi indiqué qu'à la fin de l'année, au terme de la discussion entre les acteurs sociaux, nous prendrions nos responsabilités. Ça, nous l'aurons fait en 6 mois. Alors, une des choses que tout le monde observe avec beaucoup d'attention, c'est la cohésion de ce gouvernement. Elle a été un peu mise à mal ces derniers temps. Et encore aujourd'hui, ces derniers jours, sur le vote des étrangers, la question a ressurgi. Il y a des ministres qui disaient c'est pas une urgence, hein, Manuel Valls, c'est pas une préoccupation majeure des Français. D'autres qui disent il faut le faire tout de suite. Alors d'abord il faut le faire quand? Et puis c'est quoi? C'est un nouveau cafouillage. Le gouvernement peine à trouver ses marques. Jean-Marc Ayrault manque d'autorité. Moi, si vous voulez, la meilleure manière de ne pas rajouter une strate de débat ou de polémique ou ce que vous appelez de la confusion sur des sujets aussi délicats, ça veut dire qu'il y en a. Non, ça veut dire tout simplement que quand on est ministre dans un gouvernement, on s'exprime sur les sujets qui relèvent de sa compétence. Et quand on ne s'exprime pas sur les sujets qui relèvent de sa compétence, ce qui n'est absolument pas interdit, quand le sujet n'a pas été arbitré, on le fait autour de la table du Conseil des ministres, avant que la décision soit prise, pour concourir à la prise de la bonne décision, et on le fait publiquement quand la décision est prise et arbitrée. Par conséquent, M. Asquin, si moi j'aime m'exprimer sur cette question-là, je le ferai autour de la table du Conseil des ministres pour favoriser un arbitrage qui ira dans le sens de ce que je souhaite. Une fois que la décision aura été prise, je l'assumerai, je la commenterai, mais on ne peut pas, dans une période aussi difficile, être au gouvernement en y allant chacun de son commentaire. Et par conséquent, je ne le ferai pas moi-même devant vous. Vous, non, mais parce que vous avez bien entendu Vous avez ma François Hollande. réponse. Vous avez bien entendu François Hollande. J'ai surtout un tempérament, une certaine conception de l'État. J'estime que quand on est ministre dans un gouvernement, on participe à la délibération collective autour de la table du Conseil des ministres. Une fois que la délibération collective a eu lieu, il y a 2 solutions. On est content, on assume, on reste, on n'est pas content, éventuellement on peut partir. C'est ce qu'ont fait d'autres, comme Jean-Pierre Chevènement. Ça finira par arriver, parce que les couacs se multiplient. Mais dans tout le gouvernement, il y a des ajustements, il y a des débats. J'estime que ma conception de la politique, ma conception du rôle de ministre, mon éthique dans l'exercice de ma responsabilité gouvernementale me conduit à ne pas me livrer devant vous à ce jeu que je trouve inutile dans le contexte. En tous les cas, on n'a pas besoin de vous rappeler les évidences, effectivement, mais François Hollande avait dû le faire, effectivement, sur TF1. Il n'a pas été entendu, puisqu'il avait dit c'est la fin des couacs, et il y en a encore eu, effectivement, avec ces divergences au sein du gouvernement. Publiquement exprimé. Dernière question, Hervé. Dernière question, une question très européenne qui vous concerne au premier chef. Cette affaire de fusion EADS-BAE, c'est une bonne nouvelle pour l'Europe. On est là le spécialiste de la défense. Un petit peu, il y a Alors, quelques temps. Mais la question, c'est une bonne nouvelle pour l'Europe. Ça pourrait être une bonne nouvelle. Créer un mastodonte face à Boeing avec le poids nécessaire, ça pourrait être une bonne nouvelle pour l'Europe. Et pourtant, on sent que Paris et même Berlin sont réticents. Qu'est-ce qui gêne? Qu'est-ce qui vous gêne? Le questionnement sur ce sujet, c'est un questionnement technique essentiellement, parce que les 2 groupes sont 2 groupes qui ont des spécialités en matière d'activités industrielles très différentes. Il y a un groupe qui est très centré sur la défense, BAE, un groupe qui s'est beaucoup orienté vers les activités civiles, EADS. Il y a pour chacun de ces 2 groupes européens des relations de partenariat qui existent sur des sujets stratégiques avec des groupes qui ne sont pas européens, et par conséquent énormément d'obstacles techniques à lever, qui, si on ne les met pas immédiatement en ligne de mire, risquent de bloquer l'opération. Donc, je n'ai pas. C'est ça qui vous ennuie aussi, la perspective de licenciement. Non, mais on fait pas des fusions pour garder une base industrielle avec pour premier objectif
de réduire le niveau des emplois et des emprises industrielles sur le territoire européen. Ça vous inquiète? Ça vous inquiète? Ce n'est pas le sujet, en l'occurrence, qui me préoccupe sur cette affaire-là. Ce qui me préoccupe, c'est la dimension technique qui justifierait presque d'une émission particulière et qui résulte... C'est trop technique. Moi, je veux bien rester un peu plus longtemps si ça vous intéresse, mais qui peut justifier à un moment donné qu'on prenne des précautions pour assurer le mariage entre un groupe très spécialisé dans les affaires de défense et un groupe qui s'est ouvert à des activités civiles. Voilà. Mais en revanche, le regroupement de nos industries de défense pour avoir une base industrielle de défense qui, en Europe, permette de faire face à la concurrence internationale est une nécessité dès lors qu'on veut avoir une politique européenne de sécurité et de défense pertinente. Très bien, voilà, merci Hervé. Perrine Tarnaud arrive. Monsieur le ministre, juste après cette enquête d'Alexandra Colino, bien sûr vous, sur votre parcours, proche à la fois, pendant des années, des décennies même, de Laurent Fabius et de François Hollande. Mais comment est-ce que vous avez fait? S'il y a un nom sur qui personne n'aurait parié au ministère des Affaires européennes, c'est bien le sien, Bernard Cazeneuve, le moins europhile de tous, celui qui a dit non au référendum de 2005, puis au traité de Lisbonne en 2008. Nul n'aurait misé non plus sur sa nomination comme porte-parole de la campagne de François Hollande, lui, le fidèle Fabusien. Mais l'homme est aussi l'ami de 20 ans du président. Cet avocat discret est donc un paradoxe, un lien entre deux courants. Le trait d'union pourrait être une belle définition si ça ne faisait pas quelque chose d'invertébré. Le quinquagénaire confesse volontiers sa timidité maladive, mais se dit très tenace. Preuve en est son acharnement dans l'affaire de l'attentat de Karachi. Rapporteur de la mission d'information, il avance la thèse des rétrocommissions. Malaise à l'Assemblée. Y a-t-il, oui ou non, Monsieur le Premier ministre, un système de commission adossé à ce contrat, et si oui, à qui ces commissions ont-elles bénéficié? 2 ans plus tard, il tente à nouveau d'obtenir des réponses sur ce dossier secret défense. Esclandre dans l'hémicycle. Bernard Cazeneuve a été le rapporteur de la mission d'information parlementaire sur l'affaire de Karachi et que vous avez fait tout pour qu'il puisse pas s'exprimer devant l'Assemblée nationale. Et je regrette que vous ayez agi en partisan UMP et non en président de la représentation nationale. Posez la question. Aujourd'hui, celui qui a pour devise ne pas hésiter à déplaire si c'est utile, à la tâche délicate, séduire les députés de sa propre majorité, réfractaires au traité européen de stabilité. Quelqu'un qui ne vote pas le mécanisme européen de stabilité, puis ensuite qui le défend, et qui le fait avec la même conviction, j'emploie le terme d'habileté. Habileté, dit-il, l'ancien ministre, avec le réponseur Perrine. Bonsoir Michel, bonsoir. Habileté, oui, dit Jean Leonetti, pour pas dire retourner sa veste peut-être? Non, mais moi je ne rentre pas dans ce type de considérations qui correspondent d'ailleurs absolument pas à la manière dont je fais de la politique et à la manière dont je m'engage. En réalité, 2005, le MES dont il parlait aujourd'hui, pour moi c'est une cohérence. En 2005, nous voulions une autre Europe. Cette autre Europe, nous sommes en train de la faire. Au moment du vote sur le mécanisme européen de stabilité, nous sommes abstenus, nous n'avons pas voté contre. Pourquoi? Parce qu'il existait un lien entre le mécanisme européen de stabilité dans les textes qui nous étaient présentés et le traité qu'on nous présentait comme l'horizon unique et indispensable de la politique de l'Union européenne. Aujourd'hui, nous avons donné à l'Union européenne un autre horizon. Nous essayons de faire en sorte que nous puissions avoir de la croissance, de la solidarité, des mécanismes de stabilité renforcés. Nous essayons de faire en sorte que l'Europe ait une politique industrielle et qu'elle s'engage sur le chemin du développement durable, qu'elle permette de faire en sorte que les mécanismes d'interconnexion européens soient financés à travers des grands projets. Donc c'est tout cela que nous essayons de faire. Et moi je suis dans la cohérence. Ceux qui ne sont pas dans la cohérence sont ceux qui ont voulu en 2005 une réorientation de la politique de l'Union européenne et qui ne l'accompagnent pas lorsqu'elle devient possible. Ce sont ceux qui voulaient une Europe exclusivement punitive avec des disciplines budgétaires sans croissance, qui nous expliquait que la croissance n'était pas possible et qui, dès lors qu'on l'obtient, explique qu'elle était dans les tuyaux. C'est là qu'est l'incohérence. Vous posez sur vos convictions européennes dans les capitales européennes quand vous avez été nommé, au vu de votre parcours, de votre double nom, à la fois en 2005 et au traité de Lisbonne également au vu du parcours de Laurent Fabius. Je n'ai pas eu à voter, je n'étais pas député.
Oui, mais vous étiez engagé plutôt Oui, pour le d'accord, non. mais je n'ai pas voté au moment du traité de Lisbonne, je n'étais pas député, je n'ai pas eu à le faire. Mais en revanche, j'ai voté effectivement sur le traité constitutionnel en 2005, non. J'ai voté non. Pourquoi? Mais est-ce que vous avez je senti souhaitais à une votre autre nomination certaines réticences dans Mais les capitales européennes J'ai senti, bien entendu, des interrogations sur le fait qu'on nomme au ministère des Affaires européennes un responsable politique, parlementaire, qui avait eu des positions très claires sur un certain nombre d'actes qu'avait pu poser l'Union. Et puis très vite, parce que l'Europe c'est une mécanique où on prend des positions, où on rencontre des acteurs, j'ai eu l'occasion d'expliquer que le nom de 2005 n'était pas un nom anti-européen, c'était un nom d'espérance en une autre Europe. Et j'ai eu l'occasion d'expliquer, autour de la table des 27, que ce que nous étions en train de faire, la croissance, la taxe sur les transactions financières, la supervision bancaire, c'était précisément ce pourquoi nous nous étions battus. Bon, vos refus passés deviennent finalement des atouts aujourd'hui. Mais c'est pas ce que nous ne voulions pas hier, nous sommes en train de le corriger aujourd'hui. C'est quand même extrêmement intéressant quand on est en politique et qu'on s'est battu pour quelque chose qu'on n'a pas réussi à obtenir, de pouvoir essayer de l'obtenir en étant dans l'exercice du pouvoir. Le pouvoir, ça consiste à un moment donné à prendre des sujets difficiles sur lesquels on prend des risques et d'essayer de faire en sorte de tendre vers l'objectif auquel on croit. C'est ce que je fais. Il n'y a pas d'habileté là-dedans, il y a une sincérité absolue. Et ma vie politique, qui est encore courte, et qui est déjà beaucoup plus longue qu'elle ne le sera demain, est une vie politique où je me suis constamment engagé avec sincérité et passion sur les choses. Et vous avez été aussi à la rencontre de nos grands européens, je pense à Jacques Delors, Michel Rocard, Valéry Giscard d'Estaing, ça c'est des rencontres que vous avez faites aussi à votre nomination. Qu'est-ce que vous recherchez comme conseil auprès d'eux? Je ne recherchais pas de conseils. Je cherchais à comprendre, je cherchais à savoir, je cherchais à relier les fils de l'action qui avait été la leur hier, l'action que nous conduisons aujourd'hui. Moi, je ne crois pas qu'il y ait, comme d'autres ont pu le penser, à certaines occasions, des ruptures qui permettent d'organiser à chaque alternance des grands soirs. Je ne crois pas. Quel est le conseil peut-être le plus marquant que vous avez retenu de ces entretiens? De qui? Ne cherchez pas des conseils, il vient de me dire. Non, mais bon, quand même. J'ai surtout vécu des moments émouvants à l'occasion de ces rencontres, parce que beaucoup des acteurs que j'ai rencontrés sont des hommes qui ont une grande expérience, qui ont aujourd'hui un âge certain. Je pense que quand Valéry Giscard d'Estaing m'a expliqué la manière dont il conduisait ses relations avec Helmut Schmidt, lorsqu'à l'occasion du déjeuner avec Jacques Delors, qui était d'une acuité sur les sujets, qui connaissait tous les mécanismes européens comme s'il était encore aux affaires, m'expliquer le lien qui existait entre ce qu'il avait cherché à construire et ce que nous essayons de faire aujourd'hui. Vous vous rendez compte de l'enrichissement pour moi qui arrivait dans cette responsabilité et qui était d'ailleurs très admiratif du combat mené par ces grands acteurs européens. Perrine ? Alors Bernard Cazeneuve, il y a une question qui nous arrive de notre partenaire Orange sur l'application TV Check, une question de Antoine. Comment vos électeurs réagissent à la tenue d'une conférence sur l'environnement? On peut peut-être rappeler qu'effectivement vous êtes élu d'une circonscription qu'on présente souvent comme la plus atomique de France parce qu'il y a à la fois l'usine de La Hague et l'usine de Flamanville. Écoutez, je n'ai pas fait de sondage, vous en faites beaucoup déjà, je ne vais pas en faire de plus. Je pense que beaucoup de ceux qui vivent dans les régions où l'activité nucléaire est profondément pourvoyeur d'emplois souhaitent bien entendu que le nucléaire continue à avoir une place dans le panel énergétique français. Oui, moi c'est une position que j'ai toujours eue. Je pense qu'il est important que le nucléaire garde une place dans le panel énergétique français parce qu'il permet d'avoir un prix de l'énergie, un bilan carbone qui est un atout pour la France. Ce qui ne m'empêche pas de considérer que le président de la République a raison de vouloir réorienter la politique énergétique. Parce que ce qui fera la force de la France, c'est d'avoir un bouquet énergétique le plus diversifié possible. Ce que nous avons fait sur le nucléaire, nous devons être capables de le faire sur le renouvelable, nous devons être capables de le faire sur l'éco-construction, nous devons être capables de le faire en termes d'économie d'énergie. Donc la France sera plus forte si elle a un bouquet énergétique diversifié, si les énergies nouvelles font de l'industrie sur le territoire national, parce que nous avons besoin de réindustrialiser. Donc il n'y a pas de double langage du gouvernement, c'est l'accusation ce soir sur notre site publicsena.fr de Noël Mamère à propos du nucléaire. Mais il y a
un discours du gouvernement qui est équilibré. Nous n'avons jamais préconisé la sortie du nucléaire. Nous avons préconisé une diminution de la part du nucléaire dans le panel énergétique français pour assurer le développement des énergies renouvelables, des énergies de demain. Nous avons dit que nous le ferions en accompagnant les groupes industriels qui s'engageraient dans cette voie, tout en garantissant le maintien d'une activité nucléaire dont nous avons besoin. Est-ce qu'il faut limiter l'interdiction du cumul des mandats aux seuls sénateurs? Non, je pense que le cumul des mandats, ça s'applique à tout le monde ou à personne. Pourtant, transmis à vos amis. Transmis à vos amis sénateurs socialistes. Non, mais qui est bien, moi je n'ai pas de spécificité ici liée aux collectivités territoriales. Vous me demandez mon avis. C'est mon avis. Maintenant, là encore, on est dans un processus. Il y a une commission qui a été mise en place par le président de la République et qui a été confiée à Lionel Jospin. Donc avant de nous agacer de ça, je dis simplement qu'il faut, je ne sais même pas d'ailleurs si cette exception pourrait... Oui, c'est ça, serait constitutionnelle. Je pense que la question du cumul des mandats doit être abordée en recherchant le plus grand consensus possible entre les formations politiques. En même temps, il y a un engagement du président de la République. Le président de la République a dit souhaiter mettre en œuvre cet engagement. Il a confié à Lionel Jospin le souhait de faire des propositions, laissant cette procédure s'accomplir tranquillement et ne tendons pas sur des sujets de ce type inutilement la corde. Sur l'affaire Karachi, on vous a vu intervenir à 2 reprises dans le sujet. La Cour d'appel de Paris a validé hier le volet financier de l'enquête. Est-ce que vous avez le sentiment qu'on va connaître un jour la vérité dans cette affaire? Il faut se battre pour la vérité. Moi, je continuerai à le faire parce que les liens que j'ai avec Cherbourg et les familles qui à Cherbourg ont souffert avec ce territoire qui m'a beaucoup donné sont indestructibles et que j'estime comme un devoir moral de continuer à me battre. D'ailleurs, il y a un sujet sur lequel le président de la République a pris des engagements et sur lequel nous restons mobilisés, c'est la question de la protection statutaire pour que les familles des victimes puissent bénéficier de cette protection, pouvoir financer leurs frais de justice qui leur permettront d'accéder à la vérité. Et sur l'enquête, où on en est par exemple de la levée du secret défense? Le président de la République a pris l'engagement que il y aurait une déclassification de la totalité des documents demandés par les juges. Vous savez que la procédure secret défense est encadrée. Le juge demande, la commission consultative du secret de la défense nationale se prononce et les ministres déclassifient. Pour ce qui concerne les demandes nouvelles formulées par les juges, le président de la République a indiqué qu'il y aurait une déclassification totale et cet engagement sera tenu. Quand quand les juges demanderont les documents. Il reste 30 secondes. On a évoqué vos liens d'amitié à la fois avec Laurent Fabius et François Hollande. Vous êtes le seul socialiste à avoir fait comme ça la jonction? Non, mais si vous voulez, moi, Laurent Fabius, je lui dois tout en politique. C'est avec lui que j'ai appris les choses et il a été un extraordinaire mentor et les liens qui sont très anciens que j'ai avec lui sont des liens là aussi indestructibles. François Hollande, je l'ai rencontré au début des années 90. Il y a eu spontanément une relation amicale, de confiance, et à mesure que le temps passait, nous nous sommes vus de plus en plus et cette relation s'est renforcée. Voilà, je n'ai pas donné d'explication. Deux personnes qui ne s'aiment pas forcément. Ça doit vous arriver. Mais ils s'aiment beaucoup. Mais il n'arrive pas à le montrer. Non, mais vous avez tort. Ils travaillent de façon très étroite l'un avec l'autre. Laurent Fabius joue un rôle extrêmement important dans ce gouvernement sur des sujets compliqués et il est utile à François Hollande. Et François Hollande a besoin de Laurent Fabius. Le pouvoir change les hommes. C'est récent et fort. Merci à vous, Monsieur Cazeneuve, merci. Perrine, bonsoir à tous et la semaine prochaine, François Rebsamen, le président du groupe socialiste au Sénat, sera notre invité. Il ne partage pas du tout votre sentiment sur le cumul des mandats. À bientôt.